All right, Chris, take it from the top, we're ready. It's incredible where you can go in your imagination. Hitch a ride on a cloud or go... No, screwed it up. Well, J'ai toujours aimé la musique, comme la plupart des gens, je pense. La musique m'a toujours porté bonheur. C'est formidable d'écrire de la musique pour le plaisir et de pouvoir en vivre. Et en plus, ça aide les gens. Christopher Surf compose des chansons pour la rue Sésame. Sa musique a pour but d'aider les enfants à apprendre à lire et à écrire. En 40 ans de travail pour la célèbre émission de télévision, il a composé près de 200 morceaux de musique. There's a rainbow of beautiful colors waiting for you. Christopher a obtenu plusieurs prix pour son travail. Dans la série télévisée, ses chansons sont interprétées par les drôles d'habitants de la rue Sésame, tels qu'Ernest et Toccata. Elles évoquent des chiffres magiques, des mots comiques ou des noms de couleurs. Mais ces chansons anodines pour enfants ont été utilisées à des fins terribles. En 2003, on apprend que l'armée américaine torture des prisonniers de guerre pendant des journées entières avec la musique de la rue Sésame. Ma première réaction a été « c'est pas possible, c'est complètement fou ». C'est vrai que c'était absurde. Et bien entendu, ça ne me plaisait pas de savoir qu'on utilisait ma musique pour faire craquer les prisonniers. Mais ça a été encore pire quand j'ai appris par la suite qu'à Guantanamo, on se servait de ma musique dans les interrogatoires pour mettre à bout les prisonniers et les faire parler. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont la cible d'attentats terroristes. Le gouvernement américain contre-attaque aussitôt. C'est le début de la guerre contre le terrorisme. Partout dans le monde, les soldats américains et leurs alliés multiplient les arrestations et les interrogatoires. Et ils ne sont pas tendres avec les prisonniers. En 2004, ces images provoquent un tollé dans le monde entier. Elles montrent les traitements qu'infligent les soldats américains aux détenus irakiens de la prison d'Abu Ghraib. Il y a peu de temps encore, ce document était classé top secret. Il s'agit d'une directive sur les méthodes d'interrogatoire émise par les services médicaux de la CIA. On y explique en détail quelles méthodes de torture peuvent être employées par les agents de la CIA lors d'un interrogatoire. On insiste notamment sur les sévices qui ne laissent pas de traces sur les prisonniers, comme le bruit et la musique forte. Sont autorisés les niveaux sonores équivalents au bruit d'une voie express pendant 18 heures, au vrombissement d'un vélomoteur roulant à pleine vitesse pendant 8 heures, au ronflement d'un moteur de camion tournant à plein régime pendant 4 heures, ou au bruit d'un marteau-piqueur à proximité immédiate pendant 2 heures. Des associations de défense des droits de l'homme ont porté plainte contre ces directives. Mais la plupart des pages ont été noircies pour des raisons de sécurité nationale, explique le gouvernement. Pour les spécialistes des droits de l'homme comme Thomas Kinnan, cela n'en donne pas moins une idée claire des méthodes de torture employées. On forçait les prisonniers à mettre un casque. Puis on les attachait à des chaises et on les laissait seuls avec la musique.
Des heures, voire des journées entières. Toujours la même musique forte. On a utilisé la musique à Guantanamo, à Bagram, en Afghanistan et dans bien d'autres lieux secrets. La musique comme instrument de torture. Cette idée absurde préoccupe tellement Christopher Surf qu'il décide de mener une enquête. Ça me préoccupe parce que je trouve ça horrible que la musique soit détournée à des fins aussi abominables. Mais je voudrais aussi comprendre en quoi la musique était appropriée à ce genre d'activité. D'une manière générale, j'aimerais savoir comment on peut en venir à cette idée. Ce qui me dérange, ce n'est pas qu'on utilise mes chansons, mais l'idée qu'on torture des gens avec de la musique. Ça me travaille beaucoup. Je trouve ça incroyable que l'Amérique torture des prisonniers. Dans le passé, nous avons quand même mené des guerres pour empêcher ça. C'est vraiment une ironie du sort que nous pratiquions nous-mêmes la torture pour préserver notre liberté. Christopher se rend d'abord à Chicago pour rencontrer un soldat qui a stationné 9 mois à Guantanamo. Chris Arendt avait tout juste 19 ans quand il a vu comment on torturait les détenus avec de la musique. Il a fini par quitter l'armée et s'est mis à critiquer ouvertement ses méthodes d'interrogatoire. Aujourd'hui, à 23 ans, il est au chômage et sans domicile fixe. Salut Chris, je voulais vraiment te rencontrer, parce qu'ils ont utilisé ma musique là-bas. Tu as été témoin de ça à Guantanamo? Oui. Il y avait une salle d'interrogatoire d'où la musique braillait. On aurait dit un concert. Ils avaient installé des haut-parleurs comme dans une boîte de nuit. Et ils passaient surtout du rock américain. On laisse les détenus plusieurs heures dans une position inconfortable. J'ai vu des interrogatoires qui ont duré 10, 12 heures. Je travaillais par tranche de 12 heures. Et plus d'une fois, en prenant mon service, j'amenais un détenu dans la salle d'interrogatoire et il n'en bougeait plus de toute la journée. Parfois, il passait 2 chansons en même temps. Du rock américain super fort et une chanson de Johnny Cash, par exemple. Les deux en même temps et dans la même pièce. Oui, oui. Tous ces interrogatoires sont complètement absurdes. Ils sont concentrés sur des trucs qui ne sont pas franchement... Au début, j'avais une vision exagérée de la torture. Quand j'ai vu ce que c'était vraiment, qu'on passait de la musique et qu'on mettait les gens dans des positions stressantes, ça ne m'a pas franchement impressionné. J'avais du mal à me dire que c'était de la torture.
Puis je me suis rendu compte que c'était des méthodes psychologiques très insidieuses. Rien à voir avec la torture telle qu'on la montre au cinéma. On n'attache pas les gens sur un chevalet, on ne leur arrache pas les ongles des orteils. Mais on les laisse des heures dans des positions très inconfortables, sur le sol, dans le froid, en leur passant de la musique bien trop forte et qu'ils détestent pour des raisons culturelles. Et tout ça pour les mettre à bout, les casser. En fait, je pense que la plupart des détenus étaient déjà cassés. Donc je ne sais pas si ces méthodes étaient vraiment efficaces. Parce que rien qu'à rester seul dans une cage, beaucoup craquaient. Tu penses que ça a détruit ta vie? Oui, c'est sûr. Pendant longtemps, j'ai été rongé par la culpabilité, le sentiment que c'était mal. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Et aujourd'hui, je ne voudrais plus vivre dans ma petite bulle américaine. C'est la guerre, ta mission ou les deux à la fois qui t'ont fait réagir? C'est tout ça à la fois. Mon expérience dans cette prison a été vraiment horrible. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. J'ai pris conscience des injustices dans le monde et ça m'obsède. Je ne peux plus penser à autre chose. La torture par la musique, une idée perfide vieille de plusieurs millénaires. Mais les Coréens et les Chinois ont été les premiers à utiliser méthodiquement la musique comme arme psychologique lors de la guerre de Corée, au début des années 50. Pendant 3 ans, la Corée du Nord et la Chine se sont battus contre la Corée du Sud et les États-Unis. Près de 7000 Américains ont été faits prisonniers et pour certains torturés. L'idée d'utiliser le son et la lumière dans les interrogatoires est apparue avec les Coréens du Nord et les Chinois pendant la guerre de Corée. À l'époque, c'était un phénomène important. On parlait de lavage de cerveau. Et depuis, il y a cette idée que la musique peut être efficace dans les interrogatoires. Après la guerre de Corée, des expériences sont menées à l'université McGill de Montréal pour mieux comprendre les méthodes des Chinois. Pour maintenir les sujets éveillés pendant plusieurs jours, les chercheurs leur injectent de la drogue, puis leur passent de la musique. Les effets sont dévastateurs. En principe, les résultats de ces expériences sont destinés à protéger les soldats américains contre la torture. Mais la CIA s'en sert pour optimiser ses propres méthodes d'interrogatoire. Ce document des services secrets américains nous montre comment un programme anti-torture est devenu le manuel des tortionnaires. Un détournement cynique. L'objectif est de perturber le prisonnier, de le briser psychologiquement, de le mettre dans un état de vulnérabilité et de détresse totale. Les principaux moyens préconisés sont le bruit et la musique. Pour ces interrogatoires, la CIA autorise jusqu'à 72 heures de privation de sommeil en exposant continuellement les prisonniers à une musique assourdissante. La CIA pense qu'il est plus facile d'interroger des prisonniers si on les affaiblit et qu'on brise leur volonté. Mais je ne peux absolument pas dire ce qui se passe exactement. Pour savoir comment la torture musicale fonctionne exactement, Christopher veut rencontrer un homme rompu aux méthodes d'interrogatoire des services secrets américains.
Je ne pense pas que la musique en elle-même soit mauvaise, mais l'usage qu'on en fait peut l'être. On peut utiliser une chanson tout à fait normale à des fins obscures. N'importe quelle chanson peut vous rendre fou dès lors qu'on vous la passe en boucle et à un volume suffisamment élevé pendant un certain temps. Mike Ritz vit dans les forêts de Pennsylvanie. Autrefois, il était interrogateur dans l'armée américaine. Aujourd'hui, il est conseiller du gouvernement. Mais il n'a rien perdu de ses anciennes compétences. Personne ne connaît mieux que lui le déroulement d'une séance de torture musicale. Mike? Hey, Chris Surf, how are you? Good. J'aimerais comprendre un peu mieux comment on utilise la musique dans un interrogatoire. Le plus important, c'est de rendre le prisonnier dépendant de l'interrogateur. Et plus il est isolé, mieux ça marche. Or, le bruit est un moyen d'isolement. Dans les vidéos de Guantanamo, on pouvait voir d'autres moyens employés. Des gants pour qu'on ne sente plus rien, des lunettes noires pour qu'on ne voit plus rien, ou encore des capuches. Tout ça pour isoler le détenu. Le bruit est une autre manière d'y parvenir. L'idée, c'est de faire tellement de bruit qu'on n'entend rien d'autre? Exact. On n'a plus les idées claires. Dans ce cas, ce n'est plus une question de musique, mais simplement de puissance sonore. Oui, et puis ça maintient éveillé. On est privé de sommeil. Le but, c'est qu'on reste enfermé dans son petit monde de prisonnier. On a peur de l'inconnu et le stress augmente constamment. Et vous pensez qu'en libérant le détenu de ce stress, on peut obtenir les réponses qu'on attend? On obtient la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit, la vérité. Tout est une question de dosage. On veut générer un certain stress, parce que ce qui pousse quelqu'un à parler, c'est la perspective d'être libéré de ce stress. Je comprends. J'aimerais savoir ce qu'on ressent concrètement. Est-ce qu'on peut essayer sur moi? Oui, je veux bien vous manipuler. C'est dingue que je vous demande ça. Mais vous devez savoir que vous n'allez pas vivre exactement la même expérience. Vous savez qu'il va se passer quelque chose. Et il y a évidemment une dimension psychologique. C'est un scénario créé de toutes pièces. Mais ça vous donnera une idée de ce que c'est l'isolement. Et cet isolement sera tellement insupportable que je vous supplierai de m'en libérer. Voilà. Et à partir du moment où vous voulez être libéré, vous venez me parler de vos problèmes. Bien, mais vous viendrez vers moi si je ne vais pas vers vous. Vous n'allez nulle part. Vous ne contrôlez rien. Désolé. C'est le but du jeu, ok, j'accepte. All right, stupid. Listen, I got a few rules for you before you go down with me. Do you hear me? I hear you. First thing and last thing out of your mouth is sir. Do you understand that? Yes, sir. First thing and last thing out of your mouth is sir. Do you understand that? Yes, sir. Try sir, yes, sir, dummy. Sir, yes, sir. Good. Second thing, always have your palms out. Do not ball a fist at me or I'll think you're trying to hit me. If I think you're trying to hit me, I'll rip your fucking head off. Do you understand me? Yes, sir. Try sir, yes, sir, dummy. Sir, yes, sir. Good Lord, we got a dumb one. Next thing, never be taller than I am tall. Do you understand that? Yes, sir. Why are you taller than I am tall? Are you taller than I am tall right now? No, sir. You're not. You look taller than I am tall. Shall I get down, sir? Very good, dummy. Okay, sir. All right, come with me. Let's go. Come on, stupid. What do you say? Yes, sir. All right, let's go. Yes, sir. Try sir, yes, sir, dummy. Sir, yes, sir. Good. What you putting your hands out for? You trying to hit me? Yes, sir. Turn right. There you go. Put your hands down. You're going to hit somebody. All right, bend your knees. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the...
Mike a dit tout à l'heure qu'on oubliait la réalité. Et bien sûr, je me suis demandé combien de temps ça allait durer. Combien de temps mes copains, caméramens, allaient filmer cette scène. Et quand j'allais craquer. Je me rends compte maintenant que je commençais à penser comme un prisonnier. Je me disais, est-ce qu'ils vont crier si je m'agenouille? Et si je m'allonge? Est-ce que quelqu'un va me frapper? Ça donne une idée très claire de ce qu'on peut ressentir quand ça dure plus de quelques minutes. Le laboratoire d'acoustique de l'Université de Montréal. Ici, les scientifiques étudient les effets de la musique sur notre cerveau et par là même sur nos émotions. C'est un établissement unique au monde. Musicologues, neuroscientifiques et psychologues conjuguent leur expertise pour savoir par exemple si certaines musiques peuvent susciter des émotions négatives et donc être appropriées comme moyen de torture. La dissonance sensorielle qui va être lorsqu'on joue, par exemple, deux notes qui sont très, très, très proches en termes de hauteur. Ça va créer comme un frottement au niveau de l'oreille externe et ça devrait c'est interprété comme quelque chose de désagréable. Puis on sait aussi que l'écoute de musique dissonante va aller activer certaines régions du cerveau qui vont être associées à la perception d'émotions négatives. Cette expérience nous montre comment notre corps réagit à des sons désagréables. Les électrodes mesurent la conductibilité de la peau, la fréquence cardiaque et la tension artérielle pendant que le sujet écoute de la musique. La candidate juge ce morceau agréable. En revanche, son corps réagit tout autrement à cette musique dissonante qu'elle trouve désagréable. Son ressenti n'a rien à voir avec ses goûts musicaux ou ses origines culturelles. C'est lié à certaines structures du cerveau. L'amygdale, c'est une région qui est située dans les régions temporales. C'est difficile de ne pas utiliser des termes scientifiques, mais c'est dans la région, c'est sur les côtés, dans le centre du cerveau, pas tout à fait au centre, il y en a une de chaque côté. Ça a la forme à peu près d'une amande. Et puis, c'est composé de différents noyaux. Une particularité de l'amygdale, c'est que il y a des connexions entre cette région et plusieurs régions du cerveau. Il y a des connexions avec le système visuel, avec le système auditif. Donc, c'est une région qui est bien placée pour recevoir un signal, par exemple un signal d'alarme, et puis transmettre l'information à plusieurs régions du cerveau. Maintenant, on sait également que la reconnaissance de la peur, évoquée par la musique, va également reposer sur cette structure. Les travaux des chercheurs de Montréal nous révèlent que certaines musiques peuvent provoquer un malaise, une gêne et même de la peur. Une arme psychologique idéale. Bombes, napalm et musique. Durant la guerre du Vietnam, les Américains ont utilisé tous les moyens de combat possibles et imaginables. C'était un conflit acharné qu'ils ne pouvaient pas gagner avec des armes conventionnelles. Pour vaincre les Viet Cong, les spécialistes de la guerre psychologique comme Herb Friedman ont misé sur les sons et la musique. Nous avions des chars équipés de haut-parleurs, des jeeps équipés de haut-parleurs, des avions équipés de haut-parleurs. Et nous avions des hommes qui parcouraient la jungle avec des haut-parleurs sur le dos. Les États-Unis veulent mater les Viet Cong par la force des armes, tout en ralliant la population à leur cause. Pour ce faire, ils font composer des chansons pro-américaines.
Mais les Viet Cong n'en continuent pas moins de se battre. L'armée américaine renonce donc à sa tactique. Désormais, les haut-parleurs transportés par les soldats diffusent d'étranges sons. Traditionnellement, les Vietnamiens croient que s'ils ne meurent pas et ne sont pas enterrés chez eux, leur âme errera pour l'éternité. Nous autres Américains, nous nous en sommes servis en lançant une campagne baptisée l'âme errante. Nous avons fabriqué des cassettes avec de la musique triste, des chants funèbres. Et en fond sonore, on entendait la voix d'un père mort qui disait à sa fille et à sa femme qu'il ne reviendrait plus et qu'il errerait pour l'éternité. L'objectif était de démoraliser les soldats dans la jungle. On ignore si ce genre de musique psychédélique a effectivement incité quelques Viet Cong à se rendre. Mais toujours est-il que les États-Unis ont perdu cette guerre. Aujourd'hui, l'armée américaine utilise la musique de manière bien plus ciblée et efficace. Christopher s'est rendu à Londres pour rencontrer un terroriste présumé qui s'est fait arrêter en 2002 au Pakistan. J'ai rendez-vous avec Mosem Beg, qui a été détenu à Guantanamo. Pour la première fois, je vais rencontrer quelqu'un qui a peut-être subi un interrogatoire avec de la musique. Je vais donc obtenir des informations de première main. La nuit du 31 janvier 2002, on frappe à ma porte. J'ouvre. Un groupe d'hommes fait irruption chez moi, me menace d'un pistolet, m'emmène dans la cour, m'attache les mains dans le dos, m'enchaîne les pieds, me couvre la tête et me fait entrer à l'arrière d'un véhicule, sous les yeux de ma femme et de mes enfants. Mosem Beg est de nationalité britannique. En 2001, il s'est installé au Pakistan avec sa famille, afin, dit-il, de construire une école pour filles. Mais les autorités américaines reprochent à Mosem Beg d'avoir travaillé pour Al-Qaïda et les talibans. Il passe plus de 3 ans dans les camps de Bagram et de Guantanamo. Durant sa détention, il subit plus de 300 interrogatoires. Finalement, il est relâché sans mise en examen. Dès que j'ai été remis aux Américains, j'ai été maltraité. On m'a jeté par terre, enchaîné, battu, arraché les vêtements. Des chiens aboyaient après moi. Ça, c'était à Bagram. Est-ce que vous avez subi le même sort à Guantanamo? Je dirais qu'à Guantanamo, les traitements qu'on nous infligeait relevaient plus de la torture psychologique que physique. Les longues périodes d'isolement brisaient les prisonniers. Bien sûr, il y a eu aussi des morts à Guantanamo. Mais les détenus ne subissaient pas de torture physique comme à Bagram. Je voudrais en revenir à la musique. Pourquoi utilisaient-ils de la musique? Dans cette situation, c'était uniquement pour désorienter l'ennemi. Ils prenaient des chansons de Marilyn Manson ou de Metallica. J'avais la chance, ou la malchance, de pouvoir faire la différence. Parce que vous avez grandi en Grande-Bretagne. Je connaissais très bien ces chansons. J'en écoutais certaines, j'en évitais d'autres. Bref, je pouvais faire la différence. Ce qui n'était malheureusement pas le cas pour beaucoup de prisonniers. Pour eux, c'était juste de la musique occidentale.
Et ça ne faisait qu'accentuer le sentiment d'être envahi par la culture occidentale, le mode de pensée occidental. Tout ce qu'ils connaissaient de l'Amérique, c'était l'occupation, la prison, et maintenant la musique, utilisée comme méthode de torture. En plus d'être enchaîné, d'être déshumanisé, rasé de force, loin de chez eux et de leur environnement, ils étaient exposés à ces sons tout à fait inhabituels, très déroutants, très perturbants. Et très forts. La musique était tellement forte que tout le monde l'entendait dans le bloc. Personne ne pouvait dormir. Est-ce que la musique, c'est si terrible que ça par rapport au waterboarding, le supplice de la baignoire, ou à la privation de sommeil? En quoi la musique est-elle une torture? On peut penser que la musique, ce n'est pas si terrible que ça, mais ce n'est pas juste la musique. Personne n'est assis là avec un casque, à écouter de la musique à sa guise en réglant le volume sonore, non. En plus des chaînes, des coups, des sévices, de l'isolement, les détenus sont exposés à une musique qui leur est étrangère. Si je vous infligeais, à vous ou à n'importe qui d'autre, une musique extrêmement forte, au bout de quelques minutes seulement, je suis sûr que vous diriez « je n'arrive plus à réfléchir ». Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Parce que quand on n'arrive plus à réfléchir, on perd la raison. Et quand on perd la raison, on est comme dans un état végétatif. Et c'est justement l'objectif. Mettre un individu dans un état quasi végétatif, de sorte qu'il est prêt à dire et à faire n'importe quoi, juste pour que la musique s'arrête. À l'université de Göttingen, en Allemagne, un groupe de chercheurs s'intéresse aux relations entre la musique et la torture, entre la musique et la guerre. Le lien entre la musique et la guerre est aussi ancien que l'histoire de la guerre elle-même. Dans l'Antiquité déjà, les guerriers utilisaient tambours et trompettes pour donner l'alerte sur le champ de bataille. À partir du XVIe siècle, on compose marches, hymnes et chants militaires. Mais très tôt, les généraux ont compris que la musique remplissait avant tout une fonction: renforcer l'esprit de corps. Nous savons que certaines formes de musique et de chant sont particulièrement efficaces pour renforcer la cohésion du groupe. Dans l'Empire allemand, par exemple, les chants patriotiques comme Alte Kameraden, vieux camarades, servaient à renforcer la combativité des troupes. C'était un moyen de les encourager au combat, mais aussi de maintenir la discipline. Le rythme et la cadence au service de la haine et de la violence. Adolf Hitler connaissait bien l'effet psychologique de la musique. C'est pourquoi, dès son arrivée au pouvoir, il centralise la production musicale allemande pour décider de ce que son peuple peut écouter. Ce fut la démarche la plus poussée en vue d'utiliser la musique dans tous les aspects de la vie publique et politique. Hitler crée la chambre de musique du Reich. Cet organe diffuse exclusivement de la musique considérée comme conforme au nazisme. C'est ainsi qu'on compose des chants militaristes comme Von Finnland bis zum Schwarzen Meer, littéralement de la Finlande à la mer Noire.
Ce chant est une commande de Goebbels, chef de la chambre de musique du Reich et ministre de la propagande. Sa force émotionnelle doit attiser le bellicisme des Allemands. Pendant la guerre, les généraux allemands tentent de remonter le moral des troupes avec des paroles d'encouragement comme celle du Panzerlied, le chant des blindés. Et même dans la défaite, la musique doit servir de réconfort et de moyen d'évasion. Bagdad, entre état de guerre et vie quotidienne. Les soldats stationnés ici se battent contre l'ennui et la peur constante d'un attentat. La musique leur permet de fuir la réalité. Presque tous ont un lecteur de CD portatif ou un lecteur MP3. Ils téléchargent des chansons sur Internet. Pour eux, c'est comme une drogue, un moyen de se détendre ou de se donner du courage pour le prochain combat. J'ai mes CD avec moi, donc je suis content, tranquille. Tant que j'ai ça et des piles, tout va bien. J'aime le heavy metal très rapide. Ça m'aide à tenir la journée. Slayer, 2 chansons, Angel of Death et Raining Blood. Du heavy metal agressif, comme j'aime. Ça me motive. C'est le pied total. Quand tu vas au combat en écoutant une bonne chanson, ça te stimule vraiment. Let the Bodies Hit the Floor de Drowning Pool. C'est ce qu'on écoute le plus. Quand on se déplace, qu'on tue des ennemis, qu'on parcourt l'Irak, qu'on circule dans Bagdad, cette chanson colle parfaitement à notre mission. Bodies de Drowning Pool est un peu l'hymne officieux des soldats américains, mais c'est pour une toute autre raison que Christopher veut rencontrer les membres du groupe. Leurs chansons ont été utilisées pour torturer des prisonniers, et il veut savoir si ses confrères musiciens sont aussi consternés que lui. Aujourd'hui, le groupe joue à proximité d'une des plus grandes bases militaires des États-Unis. Mais il y a un problème. J'appréhende un peu cet entretien. Ce matin, j'ai reçu un email du manager de Drowning Pool qui me disait que je ne pouvais pas leur parler de Guantanamo, ni leur poser de questions à ce sujet. Or, c'est justement pour ça que je suis ici. Alors comment je peux savoir ce qu'ils pensent de la musique comme moyen de torture si je n'ai pas le droit de leur en parler ? C'est fat. Ça donne la pêche. Tu penses plus à rien. Les Marines. Ouais. C'est notre musique. Tout le monde dit qu'il faut soutenir nos troupes, mais personne ne le fait. Il faut ressortir un autre aspect de nous. Vous avez beaucoup de fans parmi les soldats. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Ce que nous disent les gars, Et les filles. c'est que ça les stimule, que ça les motive, que ça leur donne la pêche. Certains disent qu'ils passent votre musique avant de partir en mission. Ouais, ils branchent leur lecteur MP3 sur le système radio de leur char. Ah, je devrais pas le dire, mais ils écoutent la musique comme ça avec leur casque. Ah ouais? Je ne sais pas si notre chanson est l'hymne officieux de l'armée. Je ne crois pas. Mais les gars emportent un lecteur dans leur char, ils mettent la musique à fond et ils circulent comme ça. Moi, je me demande si je tirerais en cadence. Faut pas s'emballer là. Notre chanson n'est pas un hymne à la mort. Et en même temps, si les gars mettent notre musique très fort et que ça les aide à rester vigilants pour qu'ils puissent rentrer sains et saufs dans leur famille, alors pas de problème. Si ça les maintient éveillés jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin, tant mieux. Est-ce que votre musique est politique ou est-ce que c'est juste du bon rock? Non, notre musique n'est absolument pas politique. C'est vrai qu'on a une chanson qui s'intitule Soldiers. C'est un hommage à notre armée parce qu'elle maintient la paix. Ça craint de devoir faire la guerre pour préserver la paix. Mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire. On peut discuter toute la journée pour savoir si on doit jouer le rôle de police du monde ou pas. Dans le groupe, on a une opinion bien précise sur ces questions-là. Est-ce que pour autant notre musique est politique? Tous ceux qui nous connaissent vous diront que non. On est juste un groupe de rock. Je sais que vous n'aimez pas parler de ça, mais quand le gouvernement utilise votre musique dans les camps de prisonniers, comment réagissez-vous? Ouais, j'en ai entendu parler, et on délire pas mal avec ça. En fait, on se dit que tous ceux qui nous écoutent vont être interrogés. On torture sans arrêt notre public. On se torture nous-mêmes tous les soirs. On ne devrait pas plaisanter comme ça, mais bon. Les mecs, faut bien rigoler. À la guerre, la musique sert de stimulant, d'instrument de torture et depuis peu aussi d'arme acoustique. La bataille de Falloujah en est la parfaite illustration. En 2004, la foule lynche 4 soldats américains dans la capitale irakienne. Le président Bush jure de se venger. Our military commanders will take whatever action is necessary to secure Fallujah on behalf of the Iraqi people. Il s'ensuit l'une des batailles les plus acharnées et les plus sanglantes de la guerre en Irak. Les affrontements durent 7 mois. Ils font plus de 2000 morts, selon les chiffres officiels, et plus de 4000 selon plusieurs organisations humanitaires. Les combats en zone urbaine sont usants pour les deux camps. Pour briser la résistance des rebelles islamistes, l'armée américaine utilise des haut-parleurs mobiles. Falloujah est un très bon exemple. On y passait de la musique jour et nuit. C'était un peu comme un concert, un spectacle musical. On passait de la musique dans des haut-parleurs. Et bien sûr, les rebelles ont riposté. Ils ont passé leur musique dans les haut-parleurs des mosquées, de la musique religieuse. Du heavy metal contre les islamistes. C'est aussi une démonstration de force de la culture occidentale. L'armée américaine pense avoir affaibli la combativité des islamistes en passant de la musique jour et nuit.
Aujourd'hui, les opérations psychologiques sont courantes et toutes les unités veulent en mener. Quand des bataillons ou des régiments entrent dans une zone, ils veulent tous leur propre équipe. Alors nous envoyons nos équipes de haut-parleurs. La demande a bien augmenté. La technique de ces haut-parleurs de combat est de plus en plus sophistiquée. Dernière nouveauté, des canons à son compacts et puissants, dont le volume sonore peut crever les tympans, provoquer des malaises et même faire perdre connaissance. Ces armes acoustiques sont fabriquées par l'armurier Van Simidion. C'est un haut-parleur puissant qui peut émettre des signaux parfaitement clairs sur de longues distances, contrairement à un haut-parleur classique. Il est plus intelligible, plus puissant et il a une plus grande portée. Les affaires marchent bien. Chaque jour, des dizaines de ces petits haut-parleurs ultra puissants sont montés sur de grosses pièces d'artillerie. Celles-ci ne neutralisent pas l'ennemi en lui envoyant des boulets, mais en le submergeant de stimuli. Une arme redoutable. On dirait que le bruit vient d'ici. Comment est-ce possible? Si je vous bandais les yeux et que je vous tournais autour, que je vous demandais d'où vient le son, vous seriez déconcerté. C'est pour ça que notre appareil est si utile aux militaires. En septembre 2009, des personnes qui manifestent contre le sommet du G20 à Pittsburgh sont témoins de la puissance de ce genre d'appareil. D'ici 2 ans, nous allons changer notre manière de faire la guerre, notre façon de combattre pour vaincre un ennemi. Et ce sera sans doute l'une de nos dernières grandes conquêtes. Car avec cet appareil, on n'aura plus besoin de tuer. Naturellement, ce fier armurier ne nous en dira pas plus sur ces supercanons. C'est ultra confidentiel. Mais on peut douter qu'ils mettent fin aux guerres. Des hommes continueront à mourir sous les balles et les bombes. Et la musique sera une arme perfide de plus dans l'arsenal des armées modernes. La musique n'est qu'un moyen parmi d'autres pour déstabiliser quelqu'un et le rendre malléable, lui faire perdre son identité, sa confiance en soi, son sang-froid, son amour-propre, enfin tout. Si je pouvais obliger les militaires à ne plus utiliser mes chansons, j'aurais le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Mais ils prendraient d'autres chansons. Et s'ils ne pouvaient plus prendre de chansons, ils utiliseraient des bruits ou toute autre chose. Au final, il ne s'agit pas de musique, mais de torture. La musique en soi n'est pas une arme. Ce n'est qu'un moyen de contrôler l'environnement d'une personne. Avec ce pouvoir,
on lui retire son libre arbitre. Et ça, c'est une arme très puissante.